Bonne intervention. Je laisse la place à Jérémy. Parfait. Merci beaucoup, Marie. Bon, bah, merci déjà de m'avoir invité et de pouvoir un peu partager justement mon quotidien un peu de data scientist dans une structure sportive. Je vais essayer de vous montrer un peu indirectement mon activité et en quoi justement un data scientist peut apporter au quotidien pour une équipe, que ce soit du foot, du rugby, des choses comme ça. C'est vrai que dans le rugby, c'est encore très très peu développé. Dans le football, on y vient notamment depuis 1 ou 2 ans où ça commence à un peu plus se développer en France. Mais c'est vrai que par rapport aux pays anglo-saxons, il y a quand même assez peu de réellement de data scientists dans les différents clubs. Donc je vais essayer de vous montrer un peu tout ce qui peut être possible de faire. Alors, euh, excusez-moi, la diapo qui se passe pas. C'est bon. Alors, tout d'abord, commencer par me présenter. Contrairement à beaucoup de personnes, effectivement, qui travaillent dans le milieu du sport, j'ai pas forcément des diplômes en STAPS, c'est-à-dire que j'ai fait qu'une première année de licence STAPS. Ensuite, je me suis orienté plutôt sur une formation autour des statistiques, donc un DUT STID. Et ensuite, j'ai fait une école d'ingénieur. Donc, l'école d'ingénieur qui est l'École nationale de statistique et d'analyse de l'information à Rennes, pour lequel j'ai fait 2 stages auprès de la Fédération française de rugby et que j'ai plus vraiment quitté depuis ce moment-là. Même à la fin de mon année scolaire, je continue à travailler le soir pour la fédération. Et maintenant, je suis en 4e année de thèse CIFRE à la Fédération française de rugby. Donc, mon sujet de thèse, c'est l'étude des blessures dans le rugby élite, senior et jeune, compréhension des facteurs de risque et création d'un outil d'aide à la décision. Alors, c'est un point particulier de mon travail, mais comme vous allez pouvoir le voir un peu pendant cette présentation, c'est bien plus large qu'uniquement ce champ d'analyse. De manière générale, je suis donc du coup data scientist de la Fédération française de rugby et en parallèle également, je suis aussi responsable pédagogique d'un diplôme universitaire de la faculté de Montpellier, donc qui s'est lancé depuis l'année dernière sur l'analyse et la gestion des données en sport collectif et qui a pour but notamment de former des personnes déjà en poste, des analystes vidéo principalement, au métier de la donnée et leur donner un peu des conseils et des process, enfin, ou du moins des compétences pour améliorer un peu leur quotidien vis-à-vis des données. Alors, donc je suis à la Fédération française de rugby depuis un petit moment maintenant déjà. Je fais partie du département qu'on appelle accompagnement de la performance. Donc ce département, il est composé de 4 principaux secteurs, donc la préparation physique, l'analyse de la performance, l'accompagnement des staffs et préparation mentale, et le côté plutôt recherche et développement et accompagnement scientifique dans lequel je suis plus situé. Donc l'objectif de ce département, c'est vraiment d'essayer de donner les moyens, que ce soit technologique, scientifique ou d'un point de vue humain même, au service de la performance des différentes équipes. Donc anciennement, ce département, il était composé du responsable, Julien Pissionne, donc qui est le responsable de ce département de manière générale, accompagnement de la performance, qui a aussi une thèse qui est forcément sur le côté recherche, et de 3 sports scientistes qui ont soutenu leur thèse, qui sont pour les 2 derniers toujours à la Fédération française de rugby en tant que préparateur physique, et le premier, Mathieu Lacombe, qui lui était responsable recherche et innovation du Paris Saint-Germain et qui là a changé de club dernièrement pour être responsable performance d'un club italien. Aujourd'hui, comme vous voyez, le département il a bien évolué, où on a beaucoup plus de sports scientistes, des sports scientistes sur chacune des équipes qui ont à chaque fois cette double activité à la fois de recherche scientifique et d'accompagnement très terrain auprès des différentes équipes. Donc c'est vraiment ce qu'on essaie d'avoir, on fait beaucoup de recherche scientifique, mais toujours sur des problématiques terrain qui peuvent apporter au quotidien. Très peu de choses un peu globales qui nous serviront pas. On essaie vraiment d'avoir un aspect pratique. Au-delà des sports scientistes, donc on a aussi un responsable plutôt de l'innovation, une nutritionniste, et également donc moi-même en tant que data scientist, et une deuxième data scientist qui devrait nous rejoindre très prochainement, également sous le même process. Donc comme vous le voyez, en fait, chacun est affilié à une équipe. Moi, je fais également partie du coup depuis dernièrement aussi du staff du 15 de France pour lequel du coup j'effectue les déplacements et je travaille encore plus en lien avec cette équipe-là qu'avec les autres, mais le périmètre est quand même assez global sur toutes les équipes. Donc déjà une des questions, un peu mon cheval de bataille, qu'est-ce qu'un data scientist ou un data analyst? C'est vrai qu'en fait tous les jours
encore même hier, hein, même des personnes de la fédération avec qui je travaille quasiment au quotidien, bah pour eux, un data scientist, c'est quelqu'un qui vient de STAPS et qui va s'occuper notamment des données GPS. Donc, c'est un abus de langage qui est très, très souvent fait, où en gros, on va dire le data scientist, bah, c'est celui qui s'occupe des data. Donc, très souvent, c'est assimilé aux données GPS, et donc, du coup, cette personne-là est data scientist. Alors, c'est clairement pas ça. Comme vous voyez, comme je l'ai défini précédemment, les personnes qui ont plutôt des formations STAPS vont être plutôt des sport scientistes. Alors après, il y a différents termes, mais je pense que celui-là, c'en est un qui le décrit mieux, qui vont avoir des compétences plus spécifiques et forcément plus intéressantes en termes de connaissances des sciences du sport, mais qui ne vont pas être des experts de la donnée, même s'il y en a plus certains qui vont se former un peu même après leurs études. C'est pas forcément leur métier. Pour être data scientist, il faut plutôt avoir fait non pas des études de STAPS, mais de stats. Et donc, il y a différents diplômes qui existent en France, que ce soit des DUT, des licences, des masters, des écoles d'ingénieurs, par exemple. Après, au-delà de ça, il y a une double compétence importante à avoir qui est mathématiques et informatique. Le data scientist, il est censé maîtriser les deux. Indirectement, là encore une fois, je fais un abus de langage. Je suis peut-être pas véritablement un data scientist parce que je suis peut-être plus sur la composante mathématique qu'informatique. Mais il y a assez peu de formations au final aujourd'hui en France qui ont des experts à la fois d'un point de vue mathématique et informatique. Donc bien souvent, il y a encore une fois un abus de langage qui dit que c'est pour autant des data scientists, mais à l'échelle du sport, je pense que je peux facilement me définir véritablement du coup comme un data scientist pour autant. Mais c'est vrai que du coup, quelqu'un qui a les trois composantes à la fois expert en mathématiques, à la fois expert en informatique et à la fois expert en sciences du sport, c'est au final très rare parce qu'il n'existe pas de formation en France qui permet sur du long terme d'acquérir vraiment de manière très très importante ces trois compétences. C'est des choses qu'on peut acquérir et que j'acquiers moi petit à petit au final au fil de mon expérience à la fédération, mais ça se fait pas forcément tout de suite. L'objectif du data scientist, ça va surtout être d'analyser les données pour en tirer de l'information dans un processus d'aide à la décision. Dans tous les cas, on va pas tout décider à partir des stats. L'objectif, c'est plutôt de donner des tendances, des aides, des pistes un peu à la prise de décision pour les différentes personnes du staff, donc que ce soit à la fois les coachs, à la fois les préparateurs physiques ou encore les analystes de performance. Donc, je vais faire une première partie justement pour la place du data scientist dans un staff. Donc, effectivement, comme il y en a très très peu en France, on va pas se mentir, hein, sauf erreur de ma part, on doit être deux. La question, c'est effectivement, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à avoir un data scientist dans un staff? Et ben, déjà, je vais commencer par évoquer les différentes missions que le data scientist peut avoir. Donc, il peut avoir le rôle déjà d'analyser et d'accompagner dans l'analyse de la performance, qu'elle soit sur le plan physique ou sur le plan plutôt tactique. Sur le plan physique, on a également tout ce qui va être analyse des exigences physiques, le suivi de la charge de travail, notamment, donc qui vont être des milieux où on va brasser beaucoup de données et pour lequel on va avoir un apport qui peut être intéressant du data scientist. La prévention des blessures, donc forcément sur lequel j'agis également du coup dans le cadre de ma thèse. Tout ce qui va être plutôt observatoire du jeu, scouting, des choses comme ça, c'est aussi des choses qui peuvent être intéressantes de manipuler ces données pour pouvoir analyser des potentiels intéressants. Et enfin, l'analyse du jeu, où là aussi, il y a énormément de secteurs. Tous ces différents secteurs, donc c'est des secteurs sur lesquels moi je bosse à la Fédération française de rugby et pour lesquels, en fait, les données sont assez importantes et il est important de pouvoir travailler sur ces différents sujets, sachant que tous ces sujets sont un peu en lien. Et c'est là où le data scientist peut aider aussi à exploiter au mieux toutes ces différentes données. Alors, avec quelles sources de données, justement, pour illustrer ça? Donc, pour les données tactiques, on a forcément tout ce qui va être codage vidéo fourni par produites en interne et fourni du coup par les analystes. Également des données de fournisseurs de données sportives, comme par exemple nous dans le rugby, on a principalement Stats, ou encore Aya, qui est une nouvelle entreprise qui est en train d'arriver. Donc là, on a l'avantage avec les fournisseurs de données sportives d'avoir un volume de matchs qui est beaucoup plus important. Par contre, on n'a pas la précision et la qualification qui peut être propre au projet de jeu, par exemple, de l'équipe que va apporter l'analyse vidéo. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Sur les données physiques, bien sûr, on pense dans un premier temps aux données GPS, où on va avoir des informations sur la distance, l'intensité, les accélérations et peut-être même depuis plus récemment des données de contact, des données de tests physiques forcément, de questionnaires subjectifs, que ce soit l'RPE ou des questionnaires d'état de forme, des données cardio qui peuvent donner aussi des vraies indications et ou encore des marqueurs
biologiques ou d'hydratation. Je suis pas exhaustif sur les données, mais je pense que quand vous y réfléchissez assez vite, notamment dans le haut niveau, il y a énormément de données à disposition. Et il faut savoir du coup pouvoir essayer de l'exploiter au mieux. Alors, une petite slide un peu pour expliquer le cycle des données. Donc les 5 grandes étapes un peu d'une analyse de données, c'est tout d'abord la collecte, ensuite stocker, transformer, analyser et partager. Donc pour la collecte, elle peut être, comme je l'ai dit, en interne via des logiciels d'analyse vidéo, des données GPS. Donc là, il va bien falloir réfléchir justement à quelles données récolter, comment construire un peu ces données pour pouvoir faire l'utilisation qu'on a besoin, essayer justement de voir sur du long terme, même s'il y a des choses qui sont peut-être pas forcément utiles aujourd'hui, en quoi me servir de ça, ça pourra être facilement utilisable par la suite. Donc c'est une réflexion qui est très importante puisque en fait c'est à la base de tout le projet ensuite d'analyse. Donc c'est une des parts certainement les plus importantes. Ensuite le stockage, donc le fait de pouvoir stocker et d'organiser ces données. Alors c'est vrai qu'à chaque fois j'ai mis différents logiciels qui peuvent aider un peu à tout ça. Un qui peut choquer peut-être des data scientists, des véritables data scientists, peut-être du monde de l'entreprise si on leur dit ça, c'est des données Excel. Par exemple, c'est vrai que Excel, c'est pas fait pour stocker véritablement des bases de données. Cependant, dans des process classiques dans le milieu du sport, ça peut déjà être un premier pas en avant sur l'organisation des données et la structuration pour pouvoir récupérer plus rapidement. Mais assez rapidement, si on veut un process plus professionnel, on va devoir se tourner vers 2 types de bases de données, donc qui seront certainement aussi plus coûteux, mais qui pourront aussi forcément rendre les process plus performants. Ensuite, une étape importante, c'est de transformer la donnée, donc de pas uniquement s'intéresser à ce qu'on nous donne, mais d'être capable justement de transformer cette donnée pour correspondre à son projet de jeu. Par exemple, un exemple tout simple, le fournisseur de données sportives va donner des données où il va découper le terrain en différentes zones, 0, 0,22, 22,50, 50,22 et 22,0 si je puis dire. Bah, peut-être que selon notre projet de jeu, on va avoir des zones différentes. Donc du coup, on va avoir une étape de transformation, de manipulation des données qui va être nécessaire pour avoir des données qui correspondent à notre projet, ce qui est le plus important. Ensuite, pouvoir analyser ces données. Donc, une fois qu'on les a transformées, stockées et tout, bah, c'est de pouvoir les rendre exploitables et de pouvoir justement jouer avec différents filtres, essayer d'analyser selon différents événements contextuels pour pouvoir sortir de l'information de ces données et surtout ensuite pouvoir les partager. Et ça, c'est peut-être l'étape la plus importante, c'est-à-dire qu'on a beau des fois faire des process les plus importants possibles, les plus intéressants, où on a passé beaucoup de temps. Si on ne sait pas bien partager et faire passer les messages, eh bien, on a un peu fait tout ça pour rien. Donc, savoir peut-être des fois simplifier certaines conclusions pour au moins, encore une fois, faire passer les messages importants. Donc, comme j'ai mis aussi le fait de pouvoir illustrer avec de la vidéo, qui est très important aussi pour faire passer les messages de manière plus ancrée et discuter des différentes perspectives. Et ça peut être un cercle vertueux. On peut essayer ensuite d'ouvrir à de nouvelles analyses. Justement, en parlant de cercle, globalement, on a une démarche, je pense, qui correspond un peu à la démarche de tout le monde, mais on a une première étape qui est un peu une analyse un peu descriptive de ce qui a pu se passer sur d'anciennes compétitions, d'anciens matchs. Donc, on se pose effectivement la question de qu'est-ce qui s'est passé. Ensuite, plutôt une analyse diagnostique de pourquoi, donc quelles sont les forces, les faiblesses de ce qu'il y a eu. Essayer de donner un peu de l'interprétation à l'étape précédente. Ensuite, d'essayer de comprendre avec l'approche prédictive ce qui va se passer dans le prochain match, par exemple, ou dans la prochaine compétition, en essayant d'anticiper, de donner des référentiels, par exemple, aux joueurs, en leur donnant, surtout avec mon staff, il y a énormément de choses là-dessus. On essaie de donner des vrais repères un peu sur ce qui va se passer pour pouvoir ensuite, la dernière étape, essayer d'avoir, du coup, via l'analyse prescriptive, essayer d'étudier comment faire que cela va se passer. Donc, comment faire en fonction de ce qui va se passer justement pour pouvoir tout simplement gagner le match. Et ainsi de suite. On va toujours être dans un cercle où on va toujours avoir une continuelle remise en cause, un continuel remise en cause de ce qu'on va pouvoir faire en fonction des différents événements, notamment contextuels qu'on pourra avoir. Alors, ensuite, l'analyse des exigences physiques, donc qui est un premier point auquel j'ai travaillé. Donc, juste effectivement, par retour d'expérience, c'est vrai que quand on m'a intégré à la Fédération française de rugby, les missions qu'on me filait, qu'on me donnait principalement, c'était surtout sur l'analyse des exigences physiques, parce que c'est là où on traite de la donnée, où on voit vraiment qu'il y a un véritable besoin. Où j'ai fait du coup pas mal, on a fait pas mal de choses en lien toujours avec les sports scientistes et les préparateurs physiques,
où on a mis en place un certain nombre de process. Et aujourd'hui, je suis plus passé au final plus sur de l'analyse, on va dire, du jeu, où là, il y a beaucoup plus de choses aussi, encore une fois, à remettre en cause et à continuer, mais toujours en continuant de travailler un peu sur ces données physiques. Enfin, il y a vraiment ces différents points d'accès. Je pense que le data scientist, il doit pas être cloisonné à une tâche en particulier, mais il peut vraiment essayer d'apporter à tous les différents corps de métier d'un staff. Donc pour ce qui est de l'analyse physique, donc on fait des choses très basiques, hein, des rapports un peu GPS qu'on peut avoir à la fin d'un entraînement où on a les données d'un point de vue individuel, mais aussi d'un point de vue plutôt collectif du bloc d'entraînement. L'important, c'est de pouvoir avoir un retour sur le réalisé. C'est ce que j'ai mis ici. Donc, avoir un retour sur ce qui a été fait pour pouvoir ensuite soit faire un retour aux joueurs, soit construire des référentiels un peu pour les coachs. Donc, par exemple, là, comme ce qu'on peut voir ici, par rapport à ce qu'on avait un peu prévu et ce qu'on a fait, on sait que, par exemple, mon collectif, enfin, le coach sait que le collectif qu'il a animé, il avait ça. Est-ce que un peu c'est l'idée qu'il avait. En tout cas, ça permet d'ancrer un peu et d'avoir un retour sur ce qui est fait. C'est assez important forcément d'avoir cette étape-là. Et bon, j'imagine que c'est certainement fait dans la plupart des clubs. Justement, la transition à ça, c'est l'importance d'avoir des référentiels. Donc là, par exemple, c'est sur une séance un peu en particulier où on avait des véritables objectifs. Donc ces objectifs, on les avait construits par rapport à ce qu'on souhaitait, par rapport aux anciennes données qu'on avait dans nos bases de données. Et également, donc ça, l'objectif est défini par les barres noires et les histogrammes gris par derrière. En fait, c'est ce qui correspond à une séquence pic d'activité en match. Donc en fait, on a modélisé une minute, par exemple, de jeu. On sait que le déplacement, il va être de temps, et donc du coup, via le modèle, on sait que si on a prévu une séquence d'une minute 30, on sait que en match, globalement, on a cette intensité-là au maximum. Donc, du coup, on se place à la fois dans un référentiel de match et à la fois dans un référentiel par rapport au souhait qu'on veut faire. Et ensuite, l'importance surtout d'interagir avec les bonnes couleurs et tout pour donner rapidement des informations, quoi. On voit rapidement que du coup, quand on était dans le vert, on était plutôt bien, dans le rouge un peu moins. Par exemple, pour décrire cette séance d'entraînement, on voit que par exemple sur les collectifs, on était plutôt bien sur tout ce qui est déplacement, un peu moins bien sur désolé, les noms sont coupés, mais c'était attitude au contact, donc forcément on était un peu moins bien, pas loin de l'objectif non plus. Par contre, effectivement, sur le contact, on voit qu'on était au-dessus à la fois des référentiels de match et à la fois de ce qu'on avait anticipé. Autre rapport, par exemple, qu'on peut faire pour les matchs, on va notamment mettre encore une fois cette importance d'avoir des référentiels, que ce soit sur des moyennes au poste, sur des référentiels où les couleurs là sont faits par rapport à des référentiels qu'on peut avoir à des niveaux comparables sur des données anciennes. L'idée, c'est vraiment de pouvoir ajouter ces référentiels pour avoir une interprétation plus simple, parce que c'est toujours compliqué. Ok, mon pilier, il a fait 72 mètres par minute, c'est bien, c'est pas bien. Alors indirectement, l'expert, le préparateur physique, il aura son référentiel en tête et il sera capable de dire oui, c'est plutôt bien par rapport à ce qu'on a habituellement ou pas, mais le coach, lui, il aura peut-être pas forcément ce recul-là. Et donc du coup, on va essayer de faire ressortir de manière plus rapide certains messages. De manière plus générale, alors je dis pas que ces rapports-là sont les plus optimisés de ce point de vue-là, je pense qu'il y a mieux à faire, mais le data scientist, il doit avoir, il a dû, j'imagine pendant sa formation, acquérir des connaissances de bonne visualisation. C'est-à-dire qu'en fait, selon ce qu'on veut montrer, il y a plusieurs options de graphiques qui s'offrent, mais en fait, il y a des règles de bonne pratique qui sont importantes à considérer. Donc, on va pas faire par exemple une courbe quand on va comparer plusieurs matchs. La courbe, ça va être uniquement dans des effets temporels, et le fait de pouvoir ajouter des référentiels, de pas surcharger certains graphiques. Enfin, il y a plein de règles qui sont importantes à considérer pour qu'encore une fois, quand on va donner des rapports, que ce soit au préparateur, à l'analyste, au coach ou même aux joueurs, les informations elles soient assez fluides et on retrouve rapidement les données qu'on veut. Avec toujours aussi l'importance de considérer. Oui. Excuse-moi, est-ce qu'on peut te poser des questions en cours ou c'est pour après? Je propose peut-être comme l'a dit Marie, on reviendra après. Là, je vais faire dans quelques slides. Ça va pas durer longtemps. Dans quelques slides, justement, je vais faire une petite partie questions-réponses et on reviendra du coup. Ça marche. Désolé. Pas de souci. Donc voilà, effectivement, l'importance d'avoir les bons graphiques au bon truc et aussi l'importance de pas forcément changer non plus de manière trop régulière, d'avoir une certaine stabilité pour que le staff soit habitué. Mais je pense que ça, c'est des choses que vous avez au quotidien, pour que le staff soit habitué à lire certains rapports et donc du coup savent où est-ce qu'ils vont aller chercher les informations
qui leur intéresse, enfin qui les intéresse le plus. Donc avoir cette notion de stabilité, c'est aussi très important. Sur le niveau d'analyse de la performance, donc soit on peut analyser un match de manière globale, donc avoir des données sur le match. De manière plus régulière, on va avoir tendance à le faire par mi-temps. On peut également du coup l'analyser en effectif, donc ce qu'on appelle des fois le ball in play. Cependant, je vais y revenir après. Un autre angle d'analyse, ça peut être de le regarder de manière glissante, parce que par exemple, si on va regarder, si on cherche à regarder un peu les séquences les plus importantes, on va avoir tendance à dire, si on regarde uniquement comme ça, la séquence la plus longue, c'est peut-être celle-ci, donc c'est peut-être celle-ci qui est la plus difficile, alors qu'ici, on a eu un enchaînement de 3 séquences qui sont peut-être moins longues, mais cet enchaînement est peut-être plus coûteux. Et donc, du coup, avec ces données glissantes, on va avoir tendance à identifier cette séquence-là comme peut-être la séquence la plus extrême. À l'inverse, on peut également avoir, du coup, si on se centre uniquement, par exemple, sur les données effectives, directement, on peut avoir des conclusions qui vont être faussées, parce qu'on a pu se rendre compte que le déplacement en temps de jeu, en données effectives, va être forcément, comme on peut s'y attendre, mais très fortement corrélé au temps de jeu effectif. Donc, si on voit qu'on a un déplacement en effectif très important, c'est peut-être qu'en fait le temps de jeu effectif il a été beaucoup moindre. Et donc du coup, est-ce que la performance est vraiment meilleure ou non? Je pense que ça suffit pas forcément à le caractériser. C'est pour ça que du coup, être capable de pouvoir manipuler ces données pour avoir un angle un peu plus global sur la vision de la performance, c'est intéressant. Toujours dans une idée quand même de simplicité qui revient très souvent et de savoir faire passer les bons messages aux bonnes personnes. Justement, pour caractériser un peu les séquences extrêmes en rugby à 7, donc ce qui est fait classiquement dans la littérature à ce propos, c'est effectivement de regarder ces séquences glissantes, d'identifier laquelle est la plus importante. On va faire varier ensuite l'échelle et ça va nous donner nos fameuses courbes. C'est ce qu'on a fait. Donc nous, on a regardé la séquence pic de déplacement. Donc là, j'ai pris pour 1 minute pour poser un peu les choses. Donc on se rend compte que en rugby à 7, la séquence pic de déplacement, elle est à 172 mètres par minute, ce qui correspond en fait en combat à 0,66 actions de contact par minute, ce qui est assez faible. À l'inverse, si on regarde la séquence pic de contact, on est à 3 fois plus, 1,89 par minute, et par contre le déplacement est très moindre. Donc on va avoir tendance à qualifier, du moins dans la littérature, la séquence pic en rugby, c'est 172 mètres par minute. Nous on a ajouté un truc par le combat parce que c'est assez important à considérer aussi dans le rugby. La séquence pic de combat, c'est 1,89. Mais est-ce que c'est véritablement les séquences les plus extrêmes? Pour ça, j'ai fait un petit algo qui est assez basique, mais qui permet de caractériser une séquence qui est à la fois, alors ni extrême dans l'un ni extrême dans l'autre, mais de manière globale, est assez importante dans les deux. Et donc du coup, on a pu qualifier qu'en moyenne, en rugby à 7, on avait des séquences qui étaient peut-être plus sollicitantes, qui étaient à 158 mètres par minute et à 1,52 contact. Donc si on le fait pour deux variables, on est aussi capable de le faire pour 4. Et donc du coup, j'ai déterminé un peu des séquences qui pouvaient être peut-être plus importantes, à la fois de manière simultanée sur chacun des quatre paramètres, que ce soit le déplacement, la haute intensité, les accélérations et la part de combat. Donc l'idée, c'est vraiment de bien caractériser ici les séquences de match, enfin les exigences de match, pour construire déjà des référentiels et pouvoir comparer un peu à l'entraînement ce qui est fait. Donc je dis pas qu'il faut s'entraîner à ces exigences-là. On peut des fois décider forcément de s'entraîner à 80% ou à 120%, mais au moins ça donne des référentiels sur ce qui se passe en match. Cependant, on peut supposer que ces séquences effectivement un peu hybrides soient parmi les plus sollicitantes, mais la question qu'on peut toujours se poser, c'est est-ce qu'en fait, ce qui est plus difficile, c'est le combat ou est-ce que c'est plutôt la course? Et donc pour ça, ce qu'on a essayé de regarder, c'est la réponse un peu à la charge interne, et notamment à la fréquence cardiaque. Donc c'est un travail assez exploratoire qu'on a fait, qu'on n'a pas forcément poussé encore trop à bout, mais on l'a fait de manière un peu pas à pas, où notamment, on sait que forcément, entre la séquence qui va être réalisée et la réponse sur la charge interne, il va y avoir un certain délai. Donc on a pris un délai de 30 secondes. Je pense que celui-ci peut être affiné pour qu'il soit plus pertinent, mais on a testé différents délais, c'en est un qui nous semblait les mieux au vu des résultats. Ensuite, on a regardé la fréquence cardiaque du coup au cours du match. On se rend compte forcément qu'on a une tendance à l'augmentation de cette fréquence cardiaque au fil du match. Donc du coup, on a voulu retirer cette augmentation. Donc on a voulu faire des choses assez simples.
Donc on a retiré en fait une tendance linéaire, donc qui est la courbe rouge tout au long du match. Sauf qu'on se rend compte qu'en fait, au début, on a un rythme de fréquence cardiaque qui augmente forcément, ensuite ça se stabilise. Donc c'est peut-être pas forcément la bonne chose, puisqu'on aura tendance du coup à peut-être un peu trop baisser notre courbe noire. Donc du coup, on a retiré cette tendance linéaire, mais uniquement à partir après la première minute de jeu. Et donc du coup, ce qui nous donne la courbe verte. Et à partir de cette courbe verte, le process qu'on a fait, c'est qu'on a identifié du coup, encore une fois, quelle est la séquence pic, donc la séquence pic de fréquence cardiaque, donc peut-être, je sais pas, ça dépend l'échelle de temps, mais peut-être ici sur ce moment-là, ou peut-être à la fin quand même, hein, pour cet exemple-là. Et ensuite, on a regardé du coup la séquence ascendante en termes de combat et de distance. Donc, voilà un peu les résultats qu'on a obtenus. Bon, ça a pas l'air, ça a l'air d'être assez en dessous des séquences extrêmes et tout. Donc, je pense qu'il y a bien moyen d'affiner un peu cette problématique-là. Après, bon, c'était pas une de nos priorités du moment à ce moment-là. Donc on n'a pas poussé plus loin l'analyse, mais je pense qu'il y a un réel besoin de pouvoir analyser plus finement l'impact de la charge externe sur les réponses internes. Notamment, je pense, si on veut faire des choses plus précises, peut-être même en match, où il peut y avoir des données analysées peut-être en live, même si là, je pense qu'on est encore très loin. Hein, je veux pas faire croire des choses, mais qui peuvent être intéressantes pour vraiment avoir un retour précis sur l'état de forme du joueur à un instant T de l'entraînement ou du match. Bon, forcément, comme je vous l'ai présenté un peu dans le département, nous on a une part importante notamment de la recherche, en plus de par nos activités un peu de thèse. Donc pour ce qui est notamment de la préparation physique et notamment de la prévention des blessures, je pense que tous ceux qui s'y sont intéressés connaissent forcément ce fameux ratio de Tim Gabbett, donc le ratio acute-chronique, donc qui consiste en fait à regarder la moyenne des 7 derniers jours de la charge de travail divisé par la moyenne des 28 derniers jours. Et selon Tim Gabbett, du coup, il y aurait une relation où quand on a un ratio trop important, on a un risque qui est plus important de se blesser. Et il y aurait une certaine un sweet spot qui permettrait d'avoir un risque moindre. Donc ça, c'est l'idée globale, qui en soi, quand on y réfléchit, effectivement, a complètement du sens. Par contre, ce ratio, il a énormément de limites de par notamment la publication scientifique qu'il a mis en évidence. Donc déjà, elle a été faite en 2 temps. Un premier temps où il y a eu ce ratio sans les différentes zones de couleur. Je pense que c'était un article sans trop de prétention qui montrait quelque chose et où en fait on a vu un peu l'opportunité qu'il y a pu y avoir derrière, où ça a été un peu du coup ces zones de couleur et peut-être des abus un peu des abus d'interprétation, on va dire, des statistiques, ont contraint du coup à de mauvaises interprétations. Donc il y a plein de problématiques à ce ratio de par comment il est construit, notamment parce qu'il a été fait sur du rugby, du foot australien et du cricket. Je suis pas sûr que les blessures en rugby aient les mêmes causes que celles en cricket. L'hétérogénéité des métriques, où ça a été utilisé à la fois sur de la SRPE, de la distance totale, de la distance haute intensité. Il y a certaines données où ils n'avaient pas les données exactement, donc du coup ils ont placé les points de manière discrétisée, de manière un peu hasardeuse, donc c'est un peu compliqué, et d'autant qu'en plus les statistiques derrière ils sont très légères, puisqu'en fait c'est juste une fonction polynomiale qui a été rajoutée, et ensuite on place un peu les zones comme on veut. Donc bon, ce que je fais là, j'essaie pas forcément de descendre ce ratio-là, parce que je pense que c'est quand même du bon sens. Il y a eu beaucoup de publications scientifiques justement qui ont précisé de manière plus exhaustive un peu tout ce que j'ai pu vous évoquer là, notamment le fait qu'il y ait un couplage mathématique qui peut avoir certaines limites. Il y a d'autres moyens aussi de le calculer qui peuvent être par contre préférables, comme le fait de pondérer exponentiellement ces données, et notamment aussi le fait que pour la prédiction, en fait, ça suffit clairement pas. Il y a potentiellement une association entre ce ratio et les blessures, mais on peut pas en servir en tant qu'outil de prédiction. Là, pour avoir un outil de prédiction, il faudra utiliser des méthodes plus avancées de statistiques, comme du machine learning. Sans parler d'intelligence artificielle, des méthodes de machine learning, donc qui sont maîtrisées par les statisticiens, qui permettront d'avoir des réponses, même si je mets encore une fois une grosse hypothèse là-dessus pour avoir pu travailler avec un club sur ce donné-là. Il y a quand même une grosse part de blessures au rugby qui sont un peu aléatoires dues au contact. Donc il y a la nécessité d'avoir, je pense, un bon historique de données et de pouvoir du coup avoir des modèles pertinents. Mais encore une fois, c'est pas de la magie, ça peut donner certains éléments de réponse et éveiller sur certaines choses. Par contre, je pense que pour ça, le bon sens primera toujours
et permettra surtout d'éviter ces blessures, même si les stats peuvent accompagner et essayer du moins d'avoir peut-être des indications d'alerte éventuelles pour certains joueurs. Donc voilà. Et au-delà de ça, pour évoquer la recherche de manière plus globale, c'est pas parce qu'un article est publié dans une revue, même s'il y a un cycle de publication qui est censé justement qualifier justement et être sûr qu'il n'y a pas forcément d'erreur ou de choses comme ça. Il y a quand même de nombreux exemples d'articles où on se rend compte que bon, les statistiques sont pas forcément toujours adéquates ou du moins peuvent être assez légères. Et c'est là où l'intérêt de pouvoir bien comprendre les statistiques avec leurs avantages et leurs inconvénients, ça permet d'avoir un regard critique et d'évaluer un peu le niveau de pertinence scientifique de chacun des articles. Donc savoir si celui-là on peut fortement s'y fier, celui-là peut-être s'y méfier un peu. Après bon, il y a plein de règles comme le nombre de personnes utilisées pour la recherche, des choses comme ça qui peuvent déjà donner des bonnes indications à ces problématiques là. Enfin, je crois la dernière slide sur cette partie. Donc là, c'est un travail que j'ai pu faire aussi du coup avec un club. On a essayé d'analyser un peu la relation entre charge de travail et blessure. On s'est rendu compte qu'elle était loin d'être évidente. Et en fait, on a cherché un nouvel angle d'attaque en fait. On a regardé l'impact des journées d'entraînement de la semaine, donc de la programmation de la semaine, sur le risque de blessure le week-end. Donc, est-ce que le fait de faire une grosse journée à J-4, je vais avoir un risque plus important de me blesser, ou est-ce que au contraire, d'avoir une journée de repos en J-4, ça peut être bénéfique ou pas? C'est des choses qui peuvent être justement questionnées. Et donc du coup, les conclusions un peu qu'on a tirées de ça, donc on a eu un certain nombre de facteurs d'ajustement, comme le poste, l'âge, la partie de la saison, le retour de blessure ou non, qui peuvent être des éventuels facteurs de confusion qui peuvent interférer un peu sur ces effets-là, donc il est important de les considérer. Et ensuite, nos variables de charge de travail. Donc on se rend compte par exemple qu'à J-5 et à J-4, le fait d'avoir une musculation trop importante, une RPE trop importante en musculation, ça aurait un effet délétère sur le risque de blessure en match. Alors je dis pas qu'il faut pas faire de muscu, au contraire, mais c'est vrai que peut-être que trop chargé, ça peut augmenter le risque de blessure. Ensuite, les autres conclusions qu'on a pu avoir là-dessus, c'est que notamment en J-2, le fait d'avoir moins de volume et plus de haute intensité, ça pourrait avoir un effet bénéfique. Donc privilégier peut-être cette haute intensité et pas avoir des séances trop longues à cette échéance de la semaine, ça pourrait être plutôt bien pour réduire le risque de blessure. Et enfin, la dernière chose, c'est la RPE sur le terrain du J-1, sachant que le J-1, c'est souvent en plus des séances qui n'évoluent pas trop, qui sont assez identiques et standardisées. Le fait d'avoir une RPE plus élevée, ça pourrait être un indicateur que le joueur est peut-être moins en forme cette semaine-là et que effectivement, il pourrait peut-être être plus à risque de blessure. Bon, pour autant, on a des modèles qui ont des niveaux de prédiction qui sont très faibles et pour lequel il faut accorder un certain point de vigilance, quoi. Je vais pas dire au coach, lui il a une RPE trop élevée, le fais pas jouer demain. Par contre, tu peux peut-être donner un niveau d'alerte qui peut peut-être rentrer dans un process d'aide à la décision. Mais encore une fois, sans être trop carré, on va dire, sur les conclusions qu'on peut en faire. Encore une fois, c'est assez compliqué d'identifier ce lien entre blessure et charge de travail et il reste quand même assez complexe dans tous les cas. Bon, voilà, c'est les conclusions que j'ai évoquées. Effectivement, il y a plein de modèles un peu qui peuvent être faits de machine learning, soit des forêts aléatoires, des régressions logistiques de manière déjà assez simple, enfin plein de modèles un peu statistiques qui peuvent être utilisés ou même plus avancés comme du gradient boosting, des choses comme ça, qui peuvent donner des indications. Après, il y en a certaines qui vont donner plus d'interprétation ou d'autres à pourquoi justement ce joueur est plus ou moins à risque de blessure. Mais après, à voir ce qui veut être utilisé par les staffs. Mais encore une fois, il y a certaines entreprises qui ont tendance à avoir des démarches un peu commerciales en disant on va vous prédire les blessures, des choses comme ça. À savoir que c'est pas si simple. Il n'y a pas de méthode miracle qui permette de le faire, surtout en rugby, qui est un sport quand même bien particulier à ce propos. Donc justement, je vous propose peut-être qu'on fasse une première petite pause question, si vous avez déjà des questions sur ces premières parties.
Donc, écoute, alors je sais pas comment vous voulez. Alors, est-ce Moi, que vous moi, voulez que j'ai- je moi, regarde peut-être moi, dans le chat? Ouais. moi, j'ai une question par rapport à la reprise de l'activité rugby. Nous, on est un secteur amateur en Fédéral 1. Je constate depuis le début de saison qu'il y a quand même pas mal de blessures dues à la reprise de l'activité. Euh, donc par rapport à ça et par rapport aux blessures dont tu nous as parlé, est-ce que une reprise de l'activité sous forme de réathlétisation aurait pas été plus à propos pour éviter certaines blessures? Je m'explique. L'image que j'ai moi, c'est l'été quand on marche en claquette, on remet les crampons et derrière on a souvent des ampoules et on a mal aux pieds. Mhm. Donc est-ce que le fait de réathlétiser les joueurs et de les réhabituer plus doucement au contact aurait Ouais. pas été un facteur de blessures moins importantes? Mhm. Bah, je pense qu'effectivement, ce que tu peux évoquer, c'est plein de bon sens et c'est certainement la bonne direction. Et c'est vrai qu'effectivement, même là sur nos données sur ce club-là, on s'est rendu compte qu'effectivement, le premier match après une blessure, notamment supérieure à 7 jours, on avait 83% de risque de blessure en plus qu'un joueur qui s'était pas blessé précédemment. Donc ça va exactement dans ce sens-là, sans pour autant considérer justement le temps de reprise, hein, parce qu'après c'est un club professionnel. Ils ont certainement un programme de retour en jeu qui doit être assez progressif. Là, il faudra analyser les choses de manière beaucoup plus fine et j'ai pas forcément les données pour le faire, mais effectivement, il y a vraiment cet aspect-là. Il y a aussi dans la littérature l'aspect après les commotions. Après les commotions, on s'est rendu compte que effectivement, il y avait des joueurs qui avaient tendance à plus se blesser. Donc, c'est des choses qui questionnent où effectivement, il faut avoir peut-être des analyses plus vite, plus, euh, plus ciblées. Après, bon, j'ai pas forcément les compétences de préparateur physique que tu as certainement et du coup, j'ai pas Pas forcément de du tout. vraies réponses à ça, mais en tous les cas, ah, en tous les cas, effectivement, c'est des questions où il y a vraiment des choses à creuser. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, enfin moi j'en ai encore une. Ok. Tu parlais là il y a quelques instants du J-2. Les séances moins volumineuses et plus intenses seraient bénéfiques. Là Ouais. on parle d'intensité, bien entendu. Comment maîtriser cette intensité-là pour nous au secteur amateur, puisque forcément on a peut-être pas forcément tous des Ouais. GPS, on peut utiliser la RPE bien entendu, mais Mm. c'est quand même très aléatoire la RPE quoi. Ouais, exactement. Bah, effectivement, ouais, c'est vrai que sans les GPS, c'est plus difficile à caractériser, forcément. Après, c'est sur les formes de jeu, les choses comme ça, où on va indirectement savoir que bah, telle forme de jeu va entraîner forcément plus de déplacement, plus d'accélération, plus de haute intensité, et que quand on va avoir un truc peut-être à effectif moins réduit, des choses comme ça, on va avoir des choses peut-être, on va un peu moins les solliciter sur ces aspects-là, quoi. Et dernière question, pour ma part, 48 heures après un match, on est resté sur des entraînements sans grosse intensité justement parce qu'on avait constaté qu'il y avait pas mal de blessures. Est-ce que avec les données que toi tu as, c'est toujours de mise est-ce que c'est toujours vrai ou est-ce que c'est quelque chose qui est mal interprété? Donc tu dis 48 heures après un match. Mettons, on joue le vendredi, le Ouais. dimanche. Est-ce que c'est une hérésie que de faire un entraînement à haute intensité avec beaucoup de contacts, en clair? Euh, là, pour être honnête, je veux pas, j'ai pas forcément effectivement analysé ça, donc j'aurais pas de retour à te donner là-dessus. Après, nous, on avait pu faire une analyse où on voyait qu'on avait des tendances à avoir des matchs rapprochés, on avait davantage de blessures. Alors après, est-ce que c'est parce qu'on avait peut-être aussi une reprise dans l'entraînement plus tôt par rapport à d'autres matchs, peut-être, mais j'ai pas de chiffre là-dessus, enfin, qui va ni dans un sens ni dans l'autre. J'ai pas D'accord. d'informations là-dessus. Je te remercie. Pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'aurais une question, s'il vous plaît, sur la diapo de la comparaison des postes. Euh, Oui, celle-là? ouais, voilà, exactement. Je me posais la question, quand vous avez des profils différents au sein d'un Mm. même poste, comment vous faites Ouais, complètement. pour faire la différence? Complètement. Non, mais là, effectivement, là, on est uniquement sur la dimension un peu, effectivement, physique, globale, sorte
données GPS. Mais après, on a des fiches justement qu'on réalise ou qui sont dans le projet de réaliser. Hein. On va pas il y en a certaines qui ont été faites, mais on va revoir un peu ça. Où on va à chaque fois ajouter justement par joueur un peu donc des données GPS, des données de perf aussi tactiques et des données aussi, des apports aussi du coach, des commentaires. Mais là, cette fois-ci, plus spécifique effectivement au profil que aux joueurs, parce qu'effectivement, selon le projet de jeu ou les profils des joueurs, on va pas avoir les mêmes attentes pour chacun. Et effectivement, c'est important à considérer complètement. Mais là-dessus, bon, on n'a pas voulu faire non plus trop de filtres pour trop compliquer un peu les choses, mais on le fait de par ailleurs. Ok, ça marche. Oui, bonjour Jérémy. Moi, j'ai une question sur la partie qui est quel niveau d'analyse. En fait, il y a deux questions dedans. Une, c'est toi en tant que data scientist, tu as dit que tu as mené ton œil par rapport au coach, que ce soit partie physique, partie technique. Donc ça, c'est d'une part. Donc, quelle est ta part d'intervention là-dedans? Et la deuxième chose, c'est, comme tu as précisé, effectif glissant. En fait, effectif, j'aimerais savoir si effectif, c'est dans le rugby, on dit qu'on travaille ou en effectif réduit ou en effectif global, ou si c'est d'autres critères. Ouais, alors non, effectivement, là, effectif, c'est juste quand le jeu est donc là, c'est sur un match, donc c'est quand le ballon est actif, donc c'est le temps de jeu effectif, ce qu'on appelle aussi le ball in play. Le ball in play, d'accord. Ok. Ouais, c'est la question, c'est est-ce que effectivement, notamment le débat qui est souvent revenu, est-ce qu'on regarde uniquement en effectif ou est-ce qu'on considère les séquences de repos entre les deux? Je pense que personnellement, la vérité, elle se situe de regarder les deux, parce que les deux sont assez liés, mais elles apportent une information qui est complémentaire. Encore une fois, on doit faire un choix peut-être certaines fois, enfin des fois auprès des joueurs ou auprès d'un staff. Et comme tu dis, autant c'est là où on manque peut-être des fois aussi de cohérence. Sur certaines équipes, en fait, à l'équipe de France, on va avoir tendance à regarder les deux. Sur d'autres, on va regarder plutôt que l'effectif. D'autant qu'on a pu constater, comme j'ai dit, que l'effectif en fait va être très lié au temps de jeu effectif. Et en fait, les mauvaises interprétations peuvent être plus importantes, je trouve, avec l'effectif. Donc, moi personnellement, si j'étais le seul à décider, j'aurais tendance à privilégier le complet, tout en ayant peut-être un œil quand même sur l'effectif, mais à privilégier le complet. Mais je suis pas le seul à décider. J'ai donné mon point de vue, des choses comme ça. Mais du coup, en tous les cas, avec le 15 de France, c'est plus sur de l'effectif qu'on travaille. Après, qu'il y a d'autres avantages, qui permet d'avoir des référentiels, de pouvoir comparer certaines choses aussi par rapport à l'entraînement. Et je pense qu'il n'y a pas une vérité par rapport aux deux, quoi. Et une autre question, ouais. Comment tu parlais de référentiel, évidemment, que vous mettez en place avec l'équipe de France par rapport au projet de jeu, etc. On sait qu'en entraînement, on doit s'entraîner plus que par rapport à ce qui se passe dans un match, notamment pour les mètres par minute. Ouais. Ça, comment vous le pondérez, comment vous le mettez, comment vous le gérez en fait? Ouais. Bah, là pour le coup, de ton point de vue, hein. Ouais, complètement. Là, effectivement, donc tout est assez quantifié. En fait, il y a des objectifs qui sont définis à chaque début de séance par le préparateur physique, donc il va définir des objectifs en termes de distance, de haute intensité, d'accélération, de distance d'accélération, de player load slow, donc de charge mécanique. Il va définir énormément d'objectifs pour chaque poste ou même des fois peut-être profil. Et tout va être un peu contrôlé en live du coup par le sport scientiste qui va essayer de gérer un peu tout ça. Tout est forcément timé d'un point de vue gestion des différentes séquences de jeu. Après, il y a différentes séquences. Il y en a certaines où on va pas forcément avoir cet objectif de haute intensité. Par contre, on va avoir nos séquences d'entraînement qu'on appelle ball in play, où là, on va vraiment chercher à essayer d'entraîner ce mètre minute à ce qui soit assez important. Et donc, du coup, on va faire très peu d'interventions et on va avoir tendance à relancer beaucoup de ballons. Dès lors qu'un ballon va ressortir, on va relancer un ballon, ça va jouer et on sait qu'on va faire augmenter du coup ce métrage par minute. Et ensuite, on évaluera ça en fonction des objectifs un peu qu'on s'est fixés. D'accord, mais les objectifs des entraînements, ils sont plus élevés que les objectifs de match. C'est ça que je voulais aussi. Ouais, de manière générale, effectivement. Après, on sait que forcément sur un entraînement, on va pas faire 40 minutes de ball in play comme pour un match.
on va avoir tendance à en faire déjà 15-20 sur certains entraînements, ce qui sera déjà beaucoup. Mais par contre, en termes d'intensité, on va avoir tendance à chercher un peu plus. Encore une fois, ça nous donne un référentiel. L'idée, c'est pas de faire exactement ça. Il y a certains entraînements où on n'a pas cette recherche-là, et donc soit on va pas le regarder, ou on va chercher à être à un niveau moindre de ça, ou alors on va chercher, comme tu dis, effectivement, à le dépasser, à être au-delà. Et ça, c'est vraiment le préparateur physique à un peu toutes ces données et qui construit un peu tout ça pour essayer de définir un peu ses objectifs par rapport à ça. Ok, merci. Du coup, je passe à la suite. te laisse poursuivre, Jérémy. Parfait. Ouais, nickel. Et puis, s'il y a d'autres questions, ça sera à la fin. Exactement. Du coup, on va passer à la perf plus tactique. Donc là, plus en lien avec les coachs et les analystes de vidéo, même si encore une fois, vous allez voir, après, il y aura une étape un peu d'essayer de considérer tout en même temps parce que la perf, elle est complètement multifactorielle. Alors là, encore une fois, je me base un peu sur la recherche. Bon, vous allez voir que je suis assez pessimiste au final sur la recherche, alors que pas du tout, hein, mais en fait, ce que je veux évoquer, c'est que dans le rugby, notamment pour l'analyse de perf, il y a beaucoup de choses, enfin, il y a beaucoup d'articles de publication qui sont un peu faits pour déterminer notamment les KPI. Qu'est-ce qui va faire qu'une équipe gagne ou qu'une équipe perd? Alors déjà, d'un point de vue recherche, je suis pas sûr que la problématique soit la plus intéressante. Je pense qu'il y a des choses plus fines qui peuvent être plus intéressantes. Et là, du coup, il y a une systématique review, donc qui reprend plein de publications, qui a repris un peu tout ça et qui a évoqué un certain nombre de critiques. Donc c'est plus simple à faire quand ça vient pas de moi, je me mouille un peu moins. Mais effectivement, qui a montré un certain nombre de limites de la recherche là-dessus. C'est-à-dire que, par exemple, si on regarde les différents facteurs de performance, donc si on écoute un peu ces revues-là, effectivement, le nombre d'essais marqués, le nombre de points marqués, le nombre de conversions, le nombre de franchissements. Alors des fois, le fait de franchir plus que l'adversaire. Alors forcément, c'est des choses qui vont aller en lien avec la performance. Mais c'est ce que j'ai mis un peu ici. Les conclusions, elles sont pas forcément exploitables d'un point de vue terrain. Ok, je dois franchir plus que mon adversaire. Déjà, est-ce que quand je regarde cette donnée-là, si je regarde juste le différentiel de franchissement, est-ce que c'est que j'ai été bon en attaque ou en défense? Je le sais pas forcément. Et surtout, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour franchir plus ou moins? Donc ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes à préciser. Souvent, des fois, du coup, pour ces problématiques-là, les indicateurs qui sont rentrés dedans, comme le nombre de points marqués, je suis pas sûr que ce soit justement des choses pertinentes à rentrer dans ces modèles. Ils ont surtout évoqué le fait qu'il y a très peu d'articles en fait où il y a la prise en compte de facteurs de confusion, notamment le terrain, l'adversaire. Il y a certaines conclusions en fait qui s'expliquent totalement de par le fait qu'ils n'ont pas considéré les différentes zones du terrain ou des choses comme ça. Et dans cette analyse, je pense que s'il y a des analyses de perf ici, ils savent très bien, ou des entraîneurs, ils savent très bien que l'importance de contextualiser selon les différentes zones du terrain, on va pas avoir le même jeu et les répercussions vont être complètement différentes. Donc de manière globale, ce que je veux sous-entendre par rapport à ça, c'est surtout que la recherche ou même des fois les data scientists de manière plus générale, c'est pas forcément tous des experts du sport en question. Et même de manière générale, de par formation, ils ont pas baigné dedans et ils ont en fait ce besoin d'expertise métier et d'accompagnement. Faut savoir montrer leurs points forts mais aussi leurs points faibles. Ils ont ce besoin d'expertise métier pour donner du sens à ce qu'ils peuvent faire. Si on laisse des fois un data scientist tout seul travailler sur un sujet, il va faire un truc qui pour lui va lui paraître hyper pertinent par rapport à ses visions des choses, par rapport au modèle qu'il a pu utiliser, mais qui en fait n'auront peut-être pas forcément de sens pour le terrain après. Et c'est là où il est important d'avoir vraiment un échange régulier, que ce soit entre les analystes, les préparateurs physiques, encore une fois, enfin les différents membres du staff et le data scientist. Donc notamment là, pour faire le lien par rapport à ça, sur la définition des KPI, je pense que ce qui doit définir déjà en projet, en premier, c'est déjà le projet de jeu. C'est le projet de jeu qui va définir en fait ce qu'on a besoin de regarder. Ensuite, de savoir s'adapter à l'adversaire. Et ensuite, les données peuvent aussi aider à répondre à certaines choses. Là, j'ai un exemple, par exemple, sur le pourcentage de plaquage réussi. Si on considère que c'est un de nos domaines importants sur lequel on veut surveiller, si on doit donner, par exemple, un objectif ou un seuil, alors peut-être que d'un point de vue métier, d'un point de vue de l'adversaire, on peut avoir des seuils qui vont varier, mais il y a aussi des méthodes statistiques qui peuvent essayer de répondre un peu à ces problématiques-là. Et donc là, par exemple, j'ai utilisé une méthode de discrétisation supervisée qui me permet de découper un peu en 3 classes, en me disant en dessous de 84%, en gros, les équipes qui sont en dessous de 84% de plaquage réussi, elles ont une probabilité de victoire que de 28%. Entre 84 et 88, 42%.
Et à partir de ce seuil de 88%, globalement, on a un pourcentage qui est bien plus important, 62%. Et cette méthode, en fait, elle m'a permis de déterminer vraiment quels sont les seuils qui permettent de séparer de manière plus globale les équipes qui gagnent, qui perdent. Donc peut-être que moi, personnellement, si on devait me donner un seuil d'objectif, bah, j'aurais tendance à dire à 88%, on voit qu'on a une augmentation significative de la victoire. Alors là, c'est très global, ça prend pas en compte plein d'autres choses et ça a beaucoup de limites, mais c'est un exemple un peu illustratif de ce que ça peut apporter. Donc voilà, toujours de l'aide à la décision et encore une fois, pas être trop formel sur les process et donner toute la part d'interprétation aux données. C'est jamais comme ça que ça doit fonctionner. Là aussi, ce que je voulais évoquer, c'est un peu cet aspect expérience collective. C'est des choses sur lesquelles on s'est beaucoup questionné, puisque effectivement, notamment avec l'arrivée des nouveaux staffs, on a eu des périodes où on échangeait énormément de joueurs, des choses comme ça. Donc, on a voulu un peu évaluer cet aspect expérience collective. Donc pour ça, j'ai récupéré toutes les compositions d'équipes de tous les matchs internationaux depuis 2004. Mon fournisseur me permettait pas d'aller plus loin et j'avais pas forcément besoin de plus. Mais donc du coup, j'ai récupéré toutes les compositions d'équipe de plus de 1000 matchs. J'aurais pu également le faire sur tout le top 14, sur toutes les compétitions internationales. Pour un data scientist, en fait, dès lors qu'on va faire un truc pour, enfin selon les process, selon les besoins, mais dès lors qu'on va le faire pour 10 matchs ou pour 1000 ou 3000, a priori, ça change quasiment rien. Donc là, on a récupéré ça depuis une certaine période et on a calculé un score d'expérience collective. Et ce qu'on a pu se rendre compte, en fait, c'est que ce score, il semblait quand même assez lié. Bon, après, il y a encore une fois des limites et des biais à ça, à ces interprétations, mais il est assez lié quand même aux meilleures performances des équipes. Par exemple, pour la Coupe du Monde 2015, les deux finalistes, bah, c'est les deux équipes qui étaient les plus hauts à ce niveau-là et qui ont rarement, bon, après, effectivement, ils sont revenus à ce niveau-là après sur la dernière Coupe du Monde, mais c'est celle qui était le plus haut. Là, sur la dernière Coupe du Monde, pareil. Là, l'Angleterre, ils ont atteint le seuil d'expérience collective maximale de ce qu'on a pu obtenir. Ils ont été en finale de la Coupe du Monde contre l'Afrique du Sud, qui elle aussi, à cette Coupe du Monde, a atteint un seuil important. Là où d'autres équipes comme nous ou l'Écosse, on voyait qu'on était à des niveaux très moindres d'expérience collective. Par exemple aussi, encore un exemple qui illustre ça, le Pays de Galles qui a gagné le 6 Nations avec un seuil important. J'avais fait pareil, donc je l'ai pas montré ici, mais on l'avait fait pareil sur le top 14. Où on avait fait ça, je sais plus exactement l'année, 2016-2017. Il y a un club qui sortait très fortement par rapport à tous les autres. C'était le club du Castres Olympique, qui était loin d'être favori cette saison-là, mais qui a fini champion de France. Et effectivement, c'est celle qui avait le score d'expérience collective le plus important. Donc ça éveille sur certaines réflexions un peu globales qu'on peut avoir effectivement de stabilité de joueur, d'avoir des joueurs qui se connaissent et qui ont l'habitude de jouer ensemble. Donc ça, effectivement, le point effectivement que peut apporter le data scientist là-dessus, c'est tirer de l'information d'un grand volume de données. Autre chose qui peut être assez exploratoire, d'étudier un peu les styles de jeu. Donc on avait fait une petite étude à la suite de la Coupe du Monde pour essayer de regarder les différents styles de jeu. Donc j'ai ajouté toutes les données de stats, les différentes métriques qu'ils peuvent nous donner, qu'on a un peu retravaillé pour donner un peu plus de sens. Donc que ce soit par exemple les ballons joués, on l'a ramené au nombre de minutes de possession pour avoir d'un côté les équipes qui ont beaucoup la possession et celles qui ont beaucoup qui ne l'ont pas. Donc d'un côté, j'avais en haut tout ce qui est équipe qui a la possession, efficacité ruck, jeu au pied court, qui sont peu pénalisés. D'un autre côté, ceux qui jouent beaucoup de ballons, beaucoup d'avancées, donc une certaine vitesse de jeu. Ensuite, j'ai réalisé ce qu'on appelle en fait une analyse en composantes principales qui permet de résumer un peu l'information. Donc globalement, de toutes mes variables, je résume tout ça par deux choses, la volonté de garder le ballon et une certaine rigueur, notamment sur la possession, enfin sur les phases arrêtées, les phases de conquête, je veux dire, et une notion plus de vitesse de jeu, d'avancée, peut-être de prise de risque. Donc on voyait qu'on a des grosses différences en fait selon les équipes. Où l'Afrique du Sud qui a gagné la Coupe du Monde se démarque fortement là-dessus. Et on a regardé en fait s'il y avait un style qui était plus discriminant ou pas sur les blessures. Et en fait, on se rend compte que pour les équipes qui gagnent ou les équipes qui perdent, il y a quasiment pas de différence. Donc en fait, chacun a un peu son style de jeu. Après, encore une fois, ça a des limites. On pourrait ajouter d'autres variables peut-être plus pertinentes. Mais toujours est-il qu'il n'y a pas une façon de gagner les matchs. Et par contre, on a regardé aussi quand il pleuvait. Par contre, quand il pleut, on a peut-être des styles de jeu qui sont peut-être un peu différents et qui peuvent aussi favoriser certaines équipes. Donc ça, c'est des réflexions assez globales qu'on peut avoir.
Mais l'idée, c'est de pouvoir résumer, encore une fois, l'information parmi énormément de variables qu'on a à disposition, parce que c'est vrai que les fournisseurs ou toutes les données qui sont codées, il y a énormément d'informations, mais comment on va pouvoir peut-être des fois un peu synthétiser tout ça pour avoir des réponses un peu plus globales. Une autre étude qu'on a pu faire, c'est sur la survenue des franchissements. La question qui m'a été posée par le staff, c'était de savoir en fait, est-ce qu'on a des patterns qui se répètent tout le temps avant un franchissement? Donc, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut essayer d'identifier, de catégoriser, qui nous permettent d'identifier ces franchissements? Donc, pour ça, j'ai découpé le jeu en plein d'événements. Donc, je suis parti de données qu'on appelle event, où j'ai récupéré en fait à chaque fois la touche, la mêlée, la passe, et ainsi de suite, donc qui correspondent à chacune des couleurs. Et j'ai regardé toutes les séquences qui se terminent du coup par le jaune ici, qui se termine par un franchissement. Donc j'en avais 250, je crois, sur toute la Coupe du Monde. Je sais plus si j'avais fait un échantillon un peu plus large, mais je crois que c'était ça. Ensuite de ça, j'ai utilisé une méthode un peu statistique pour regrouper, une méthode de classification pour regrouper les séquences qui étaient semblables, donc en termes de durée, en termes de début de séquence, en termes de contenu de la séquence. Donc un algorithme qui s'appelle le machine learning, qui m'a permis du coup de créer ces différents groupes de franchissement. Donc j'ai pu créer différents groupes que j'ai ensuite interprétés selon différentes informations donc, qui étaient contenues dedans pour essayer d'avoir du sens en fait à chacun de ces groupes d'action. Et ensuite j'ai regardé les points forts, points faibles de chacune de ces équipes sur ces franchissements. Donc au-delà de uniquement regarder mes équipes les franchissements que j'ai encaissés ou que j'ai concédés ou que mes adversaires ont provoqué ou non, quels sont-ils? Ce qu'on peut aussi, au-delà d'avoir juste le franchissement, regarder l'origine du franchissement, des choses comme ça. Là, ça permet vraiment de croiser un peu toutes les données qu'on va pouvoir regarder, donc l'origine, la durée, le contenu, pour avoir en gros un type de franchissement global et identifier des points forts et des faiblesses des équipes sur ces franchissements. Encore une fois, l'identification du coup de patterns d'action d'intérêt, puisqu'en fait, le jeu de manière globale, c'est une succession d'événements qui est important du coup de caractériser et de pouvoir analyser. Et ça, c'est des choses qui sont pas forcément toujours évidentes. Donc jusqu'ici, j'ai quand même fait des présentations qui sont assez, on va dire globales, mais qui répondent peut-être pas forcément à des problématiques communes qu'on peut avoir toujours au quotidien. Forcément, on fait des choses qui sont beaucoup plus, on va dire terrain et qui vont donner des réponses immédiates sur notre adversaire du week-end, même si on est dans un contexte particulier du coup qui est le contexte des équipes de France. On fait également l'analyse, je pense comme beaucoup de clubs professionnels, des structures de jeu, où on structure le jeu par différentes cellules, donc les 900, les 1000, les 900 d'eau, 900 plus, etc. Donc on a un peu plus d'une dizaine de cellules différentes. Après je pense que chaque club a un peu ses noms communs, ces noms qui sont justement qui peuvent varier selon les différents staffs. Soit nous on va le faire en fait sur quelques matchs et donc du coup on va servir des données de l'analyste qui va avoir regardé les matchs, qui va avoir qualifié justement ces différentes cellules et qui va pouvoir nous les indiquer. Ou alors si on le fait si on a besoin de le faire sur un volume plus important de matchs pour avoir des conclusions peut-être plus globales sur le rugby en général, là on va avoir des algorithmes de reconnaissance automatique à partir des données d'événements. Donc à partir de la passe, on sait que ce joueur-là récupère le ballon, qui fait tel type de passe à ce joueur-là, qui lui la récupère à cet endroit-là et ainsi de suite. Et donc du coup, ça nous permet d'avoir des indications un peu de ces cellules. Il y a une petite marge d'erreur parce que les données nous apportent pas forcément tout. On n'a pas forcément tout ce qui va être les faux appels, les choses comme ça, où là on les identifie pas sur ces données et on sait qu'on a cette petite marge d'erreur, mais qu'on compense avec le grand volume de match. Une fois qu'on a structuré un peu tout ça, ensuite on va étudier globalement le jeu. Donc étudier déjà les cellules en elles-mêmes, donc la caractéristique de cette cellule. Donc est-ce que effectivement la passe du 9 à l'avant, ou du moins à la cellule des 3 avant, quelle distance elle fait, quelle profondeur elle fait. On a pu se rendre compte que nous, on avait tendance à faire varier beaucoup plus la profondeur, que les Australiens, eux, ils avaient tendance à avoir des 900 qui étaient peut-être, je sais plus exactement, mais 1 mètre ou 2 mètres un peu plus longues. Du moins, l'idée, c'est de pouvoir analyser un peu toutes ces différentes cellules, où par exemple, Fabien peut me demander, regarde sur les 900 000 des Australiens,
quelles sont les longueurs de passe pour pouvoir ensuite donner des référentiels aux joueurs, pouvoir les placer un peu en fonction et avoir des indications concrètes sur le terrain de ce qui est fait par l'adversaire. Ensuite, au-delà de savoir bien comment sont réparties ces différentes cellules ou ces différents circuits, on va regarder surtout ce qui ont tendance à réaliser de manière plus souvent ou moins souvent. Donc regardez encore une fois cette idée de sur ou sous-représentation par rapport aux autres équipes pour comparer. On sait que du coup cette équipe-là, elle a tendance dans cette zone du terrain-là à abuser un peu plus de tel type de jeu et ainsi de suite. Donc essayer de bien comprendre un peu le jeu de l'adversaire. Ensuite, d'identifier les forces de cet adversaire. Donc qu'est-ce qui a tendance à bien fonctionner pour lui, donc selon notamment le gain de terrain. Donc quelles sont les cellules ou les circuits surtout qu'il va réaliser et pour lequel il va avoir tendance à gagner du terrain. Et aussi quelles sont les faiblesses de cet adversaire. Donc qu'est-ce que les adversaires de nos adversaires qui ont bien fonctionné. Donc essayer d'analyser justement ce qui en défense peut poser problème. Et surtout, ce qui est important, c'est de le contextualiser encore une fois selon les différentes zones du terrain, parce que il y a forcément des différences. Selon le score, on peut distinguer les différences, le moment du match, le type d'adversaire, où il y a forcément des distinctions à faire, ou encore les vitesses de ruck. Donc là, on est sur un aspect beaucoup plus appliqué, où on peut construire des préconisations de jeu adaptées à l'adversaire et au contexte. Encore une fois, ce qui va être important surtout, c'est on donne des préconisations, mais ce qui va être intéressant, c'est de comprendre un peu en regardant la vidéo un peu si ces préconisations sont justes, pourquoi ils ont réalisé ça, pourquoi à tel moment ils ont franchi. Encore une fois, on se base pas uniquement sur les stats, on essaie toujours de l'enrichir avec la vidéo. Le point sur lequel je voulais aussi insister, c'est sur l'importance de construire ces outils d'analyse. Donc nous, on utilise une solution comme Power BI, donc il existe aussi Tableau, mais qui permet d'être complètement en fait indépendant sur ce qu'on souhaite faire. Donc si on veut analyser par exemple les franchissements, faire un terrain avec les photos des joueurs, on peut le faire. Si on veut plutôt 2 terrains pour comparer, on peut le faire facilement. Si on veut plutôt des flèches pour regarder le jeu au pied, la course, pouvoir qualifier par exemple la longueur des jeux au pied, des choses comme ça, on peut le faire. Il y a aucune limite. En fait, l'idée c'est de pouvoir avoir des données brutes qu'on stocke, qu'on collecte, qu'on analyse, qu'on transforme, et ensuite pouvoir visualiser selon nos modèles d'analyse. Ne pas être dépendant d'un fournisseur des GPS ou d'une société extérieure, mais de pouvoir être réactif et réaliser exactement tout ce qu'on veut. Maintenant, donc je vous ai présenté d'un côté la perf physique, d'un autre côté la perf plus tactique. L'important surtout, je pense, du data scientist, ça va être de savoir faire le lien un peu entre tout ça, parce que forcément le prépa va faire beaucoup de choses, l'analyse va faire beaucoup de choses, mais des fois le lien entre les deux, il est soit des fois un peu très manuel ou pas forcément évident à mettre en relation. Et c'est là où les compétences du data peuvent être utiles. Donc nous, d'un point de vue physique, on avait tendance à regarder au début uniquement le déplacement GPS. Ensuite, on a ajouté petit à petit l'activité de combat. Et ce qu'on a aussi essayé de questionner un peu, c'est l'efficacité au travers de tout ça. Et donc, du coup, on a utilisé un peu des analyses longitudinales au cours d'un match pour voir à la fois le déplacement GPS, voir quelles sont les séquences un peu de haute intensité, voir également, du coup, tout ce qui va être activité rugby et surtout la part d'efficacité. Voir si, effectivement, peut-être que quand on a beaucoup de déplacements, on a une efficacité qui est moindre. Est-ce que à certains moments du match aussi, on a une baisse un peu de l'efficacité. Enfin, c'est essayer de questionner tout ça un peu via ce type d'analyse. Mais ce qui est important à considérer, c'est surtout on essaie d'avoir une approche multifactorielle de la performance, à la fois avec des données physiques et des données plutôt tactiques. Pour ça, on essaie forcément de faire des passerelles entre les différents corps de métier et les différents outils d'analyse. Donc, on va inclure notamment des données GPS aux vidéos. Donc, par exemple, ici, on se sert d'une vue des données fournies par le fournisseur GPS pour l'inclure notamment à SportsCode et avoir une vue tactique en plus. Bon, ça a des limites, puisqu'on n'a pas forcément le ballon. Et des fois, il y a certaines erreurs, mais on avait les coachs d'une équipe qui s'en servaient effectivement comme vue supplémentaire à SportsCode. Au-delà de ça, on inclut aussi, alors là c'est pas pratique, mais des informations GPS en créant des données XML qu'on inclut dans SportsCode pour avoir la vitesse de déplacement du joueur à n'importe quel moment et son positionnement sur le terrain. On peut avoir du coup simplifié des fois le codage de l'analyste via d'autres données qu'on peut avoir
via le GPS. Donc, ce lien, il est assez important, encore une fois, là plutôt dans le sens d'essayer d'enrichir l'analyse que peut faire l'analyse vidéo en ajoutant des événements de données quantifiées GPS. À l'inverse, on va récupérer aussi des données, ce qu'on va appeler du coup dans le logiciel de GPS des annotations, pour analyser les données GPS, notamment selon le projet de jeu de l'équipe. C'est-à-dire que si on veut analyser, nous on a un découpage en 4 zones, une zone ici de sortie de camp, une zone d'occupation, une zone d'action et une zone de conclusion. Sauf que ça, aucun fournisseur, que ce soit GPS, Stats ou quoi que ce soit, nous définit tout ça. Par contre, du coup, on reconstruit ces données-là, donc soit via les données de Stats, soit via les données de l'analyste, où on vient contextualiser un peu plus la performance physique, que ce soit en attaque, en défense, selon les différentes zones et selon nos différents indicateurs. On peut aussi le faire du coup sur différents postes pour voir si effectivement, selon les tâches qui sont confiées aux différents postes, sont remplies ou non. Et de manière aussi encore plus globale, on peut être amené à lier à la fois des données GPS, des données d'analyse vidéo et des données événements. Donc par exemple, quand on essaie d'étudier par exemple les cellules 900, on a essayé d'étudier un peu l'efficacité de nos cellules 900. Donc on l'a fait sur un entraînement. On a regardé la vitesse de déplacement, donc que ce soit par la distance, la Vmax, l'axel max ou la distance d'axel de notre cellule de 3 avant, et leur probabilité ou non de splitter, donc le split qui est défini comme le fait de prendre l'intervalle ou pas. On a pu se rendre compte un peu ici, notamment que ceux qui avaient une Vmax, donc qui arrivaient peut-être davantage lancés, avaient tendance du coup à plus splitter. On a aussi mis ça en relation forcément avec la vitesse de ruck. On s'est rendu compte que forcément les rucks plus rapides aboutissaient à plus de split. Au-delà de ça, on a questionné ça en match en plus, où on a voulu regarder des infos encore plus précises qu'on n'a pas à l'entraînement, que sont la profondeur ou la longueur de passe. Et en fait, on s'est rendu compte, donc ici sur les deux graphes du haut, on a la profondeur sur l'axe des ordonnées, et sur l'axe des abscisses, on a à la fois la vitesse de la cellule 900 et l'axel max moyenne du coup de la cellule. On a pu se rendre compte que on voyait pas trop de distinction selon la Vmax. On distingue pas non plus trop de cas où on a une surreprésentation des verts. Alors, si on abuse un peu, on peut avoir tendance à dire que qu'on a un peu plus une vitesse importante et qu'on a une passe qui est plus à plat, on a tendance à avoir plus de split. Mais de manière globale, c'est surtout sur cet axe-là où on a une distinction entre les splits et les no splits, où c'est vrai que quand on a des passes qui sont plus à plat, on a tendance à splitter un peu plus. Pareil, on a regardé avec la longueur, et c'est vrai que quand les passes sont un peu moins longues, on a tendance à splitter davantage. Mais encore une fois, là, ça nécessite à la fois de récupérer les données du sport scientiste pour avoir ces infos d'axel de Vmax, de récupérer les données de l'analyse vidéo pour avoir quand est-ce qu'ont lieu les différentes 900, les 1000 et tout, et les données d'événements pour savoir quelle est la longueur et la profondeur de passe. C'est vraiment un exemple où on vient rassembler tout ça pour essayer de tirer une information utile pour le staff. Donc voilà, dans cette idée d'évaluer des situations précises de jeu. L'idée aussi, comme je l'ai évoqué plusieurs fois, c'est qu'on fait beaucoup de stats, mais on a toujours ce besoin de se ramener un peu à la vidéo. Et c'est là où on a des outils pareils qui nous permettent de faire les liens. Donc si on a un mapping comme ça, on peut cliquer, soit on a le lien directement ici, donc là on a cliqué sur une 900 d'eau, on va voir la 900 d'eau qui va se faire ici, tac. Comme ça, le coach voit directement de quoi on parle quand on analyse ces données-là, ou alors avoir un lien externe qui va l'ouvrir sur une autre fenêtre. C'est différentes problématiques de différentes possibilités qu'on peut avoir, mais toujours dans cet intérêt de lier ce stat à l'image, que ce soit pour illustrer justement des chiffres, ou pour essayer de mieux comprendre un peu ce qui a pu se passer. Encore une fois, c'est des choses qui vont pas forcément remplacer SportsCode, où on va être limité sur des capacités de stockage, mais qui sur certains événements comme ça, sur les entraînements ou les matchs, peuvent être utiles. Tac, là il me la relance. Donc voilà, c'est ça pour lier vidéo, analyse et mieux comprendre. Enfin, pour terminer, du coup, les opportunités et les perspectives. Donc, comme je l'ai décrit, on a à disposition des données événements. Donc les données événements, si vous l'avez pas compris, c'est effectivement chaque événement de jeu où on sait que ce joueur-là, par exemple, va faire une passe à ce joueur-là qui va la réceptionner à cet endroit du terrain,
qui va faire une avancée de balle ici, qui va se faire plaquer par ça, qui nous permet de reconstruire dans un certain sens le fil du match, sans pour autant d'avoir une information sur ce qui se passe tout autour de ces actions autour du ballon. On a à la fois les données GPS, donc qui nous donnent les positions de chaque joueur à chaque instant du match. Par contre, ce qui nous manque par rapport à d'autres sports comme le football, c'est ces données tracking qui permettraient d'avoir à chaque instant nos joueurs, les adversaires surtout, et le ballon. Ça, on n'en a pas et c'est forcément une des limites qu'on a dans l'analyse des données. Donc, ça peut être possible, hein, ça a déjà été fait sur certains matchs. Il y a déjà longtemps, on voit que c'est pas un match récent, où on a ce vidéo tracking avec ce qu'on appelle les cellules de Voronoi, un peu, ou du moins des choses dérivées des cellules de Voronoi pour identifier des potentielles prises d'espace. Mais c'est des choses qui nécessitent un coût de travail humain aujourd'hui qui est trop important et pour lequel les fournisseurs ont pas fait l'investissement de se lancer dessus. Bon, j'ai bon espoir que ça vienne, que ce soit peut-être par cet investissement supplémentaire ou par l'amélioration un peu de la technologie de reconnaissance vidéo, parce que le problème aujourd'hui c'est la reconnaissance vidéo qui permet pas de bien identifier les joueurs, notamment à l'entrée et à la sortie des rucks. Mais ça peut être des possibilités. Une fois qu'on aura ça, il y aura plein d'opportunités là-dessus, que ce soit l'analyse des positions de l'adversaire qui permettront d'identifier des patterns de déplacement. Ça pourrait être également utile, par exemple là pour la nouvelle règle des 50-22, voir effectivement les joueurs qui restent au fond, des choses comme ça. Enfin, il y a plein de possibilités là-dessus, de pouvoir mesurer le non quantifié. Donc par exemple avec ces opportunités de brèche, ces opportunités peut-être de jeu au pied qui peuvent se présenter. Donc mesurer un peu cette notion d'opportunité qu'aujourd'hui on quantifie pas véritablement, et tout ce qui va être surtout calcul des expected. Donc je pense que vous en avez tous entendu parler, notamment dans le football, avec les expected goals, donc qui permettent comme c'est un sport à événements rares, il y a très peu de buts dans le football, ça permet de pondérer et de relativiser un peu la performance et d'avoir, si on avait eu une efficacité un peu standard, globalement quel aurait dû être le score du match. Au-delà des expected goals, il existe aussi les expected possession value, les expected pass. Enfin, il y a énormément de choses, mais qui fonctionnent sous le même principe, de pas juste compter, mais pondérer, et d'avoir des métriques qui sont plus précises pour qualifier des événements de jeu, de prendre en compte en fait la prise de risque de certaines passes, par exemple, pour pouvoir mieux qualifier un peu la performance d'un joueur. Donc pour conclure, pourquoi utiliser du coup la data science? Donc de traiter des données qui sont de plus en plus complètes. Je pense que notamment dans le monde professionnel, on doit bien se rendre compte qu'effectivement il y a beaucoup plus d'informations qui arrivent et il y a ce besoin de pouvoir structurer et de l'exploiter au mieux. D'optimiser son temps, parce qu'effectivement il y a beaucoup de choses qui, d'un point de vue automatisation, une fois que c'est automatisé, ça prend plus de temps à le faire, à l'automatiser au début, hein, mais une fois que le process est réalisé, que c'est automatisé, après au lieu de passer 1 heure à toujours faire les mêmes manips des fois, ça peut prendre que 10 secondes. Donc effectivement, c'est peut-être un des points les plus importants. Le fait d'objectiver des a priori par rapport à des idées qu'on peut avoir sur 1 ou 2 actions du match, où on a tendance à vouloir tracer des généralités sur tout le fil du match, les chiffres vont pouvoir permettre d'objectiver tout ça. Ensuite, d'identifier des informations dans des grands jeux de données. Donc, essayer d'identifier justement les choses pertinentes qui peuvent être utiles sur un volume de données important. De construire des indicateurs pertinents. Pourquoi pas effectivement comme des notions d'expected et tout, même s'il faut essayer d'y apporter le sens. Et je pense que c'est pas forcément évident, mais encore une fois, chacun fait par rapport au staff qu'il a. Et surtout aussi de rendre les données exploitables pour tous via des dashboards notamment, mais en gros, que chaque corps de métier du staff puisse avoir accès aux données qu'il a besoin pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Donc voilà, je vous remercie de votre attention et du coup, deuxième partie de questions. Alors, il y avait une question de Alain Lucas, je ne sais pas s'il est encore là. Dans le chat, il dit, quand vous dites de machine learning, vous parlez de clustering? Alors machine learning, quand c'est sur les blessures, des choses comme ça va être des modèles comme du gradient boosting, de la forêt aléatoire, des choses comme ça. Après, effectivement, je crois que le moment où je l'évoquais, c'est peut-être effectivement du clustering sur les séquences de franchissement. Bon, effectivement, c'est un clustering, mais qui est une étape de clustering assez particulier qui va pouvoir attribuer les pondérations. En fait, il va regarder la similarité des différentes séquences
et pouvoir attribuer des pondérations si sur le fait que tel type de ruck, un ruck qui va dans le sens ou un ruck qui va à l'inverse, bon, c'est globalement pareil. Donc, en gros, attribuer une pondération, mais effectivement, c'est cette idée de comparer les séquences qui précèdent le franchissement, qui vont être les plus similaires, pour les mettre dans des groupes communs, quoi. C'est ça. Si c'est à ça que ça faisait bien écho. Jérémy, Julien, j'avais une petite question à te poser parce que j'ai un profil un peu comme le tien, mais avec la partie informatique que mathématique. Voilà, moi je mets les mains dans le cambouis. Comment? Vous êtes de quel club? Alors moi je suis indépendant et j'ai bossé avec Alexandre Marle sur un POC pour Man City. D'accord, ok. Concernant l'analyse justement de la donnée des entraînements. D'accord. Sur Power BI. Donc voilà, Power BI, je l'ai reconnu tout de suite. Et voilà, et en fait la question que j'avais aussi, parce que j'ai été approché par l'OL aussi à un moment, mais par la DSI, et quand je vois tout ce que tu as fait, quand je vois le boulot que ça prend, parce que je sais pas si les gens se rendent compte que ce que tu as montré, c'est l'équivalent de 10 à 15% du boulot, parce que 90% ou 80% c'est le en amont, c'est récupérer la donnée, la véracité de cette donnée, voir si elle est bonne, la transformer justement, l'héberger. Et donc je voulais connaître un peu tes relations avec la DSI par exemple de la fédération, parce que tu fais ça tout seul ou t'as des mecs techniciens, des techos? Non, bah, très bonne question. Justement, effectivement, on va pas se mentir, je fais des bonnes semaines où ça me, surtout que je fais une thèse à côté, donc je suis bien occupé. On va pas se mentir là-dessus, mais effectivement, donc on travaille avec des sociétés extérieures qui viennent nous aider des fois sur certains projets. On a des partenariats, on travaille avec des stagiaires, on a plein un peu de moyens, que ce soit universitaires ou du monde privé, qui viennent nous accompagner sur certaines choses. Et par contre, c'est vrai que sur le SI, on n'est pas assez structuré là-dessus, hein, clairement. Et on a des process des fois qui sont très artisanales, notamment sur le stockage des données, des choses comme ça. C'est des questions qui reviennent très souvent, sauf qu'après il y a des questions de budget et tout, où on souhaiterait plus se développer là-dessus et où ils ont pas forcément les compétences, mais pas forcément trop la volonté non plus de nous accompagner avec des sociétés extérieures qui pourraient nous aider à ce niveau-là. C'est un point, une grosse limite un peu dans notre travail quotidien là-dessus. Bah, complètement, parce que moi qui viens du secteur, on va dire plutôt du retail, c'est-à-dire que ce que vous êtes en train de faire là, ça fait déjà 20 ans que ça existe dans d'autres boîtes et dans d'autres, tu vois ce que je veux dire? Et ce qui fait qu'il y a déjà des choses qui existent et qui peuvent se faire et qui peuvent énormément aider, quoi. Donc, exactement. Voilà. Après, aujourd'hui, dans toutes nos analyses, on n'a pas forcément de frein, on répond à toutes les questions et tout, mais c'est vrai que d'un point de vue plus professionnel et puis plus forcément sécuritaire des données, enfin, au niveau du partage et au niveau de leur rapidité, il y aurait certainement des choses qui pourraient nous aider. On est en discussion forcément avec des entreprises là-dessus, mais bon, c'est pas toujours évident effectivement avec le service informatique on essaie de faire au mieux, mais c'est exactement des sujets d'actualité en tous les cas. Et justement, je finirai là-dessus, parce que c'est justement ce dont j'ai ressenti, c'est que lorsque j'ai été appelé par l'OL, c'était pour gérer toute la BI du groupe. Et lorsque j'ai commencé à rentrer dans le détail sur le projet que j'avais fait avec Alexandre, clairement, t'as le DSI qui me regarde, oh là là, le sportif, c'est pas nous. Et tu dis, mince, c'est quand même eux qui ont toutes les ressources, quoi. Et tu te dis, les ressources techniques, tout ça. Et en fait, on met de côté le sportif. Et j'ai trouvé ça assez dommage, en fait. Surtout l'OL, qui est quand même un petit club, quoi. Bah, l'OL, surtout au final, ils ont beaucoup de data scientists parce qu'ils en ont, du coup, alors je sais pas quand c'était, mais je sais que maintenant, du coup, ils en ont quand même un qui est très, effectivement. Parce qu'ils en ont un qui est quand même, je crois, aussi déjà, au service informatique, ils en ont un qui est un ou deux même qui sont directement sur le sportif et qui travaillent très en lien avec l'analyse vidéo. Et ils en ont aussi parce que dans toutes les entreprises, dans tous les clubs, il peuvent y en avoir aussi des fois au service commercial ou des choses comme ça, quoi. Surtout dans des gros groupes comme ça. Ou des fois on a des compétences en interne, hein, au-delà du sportif, qui permettent de répondre et de stocker, de pouvoir avoir ces compétences-là qui sont nécessaires et que j'ai pas forcément non plus. Et faut savoir effectivement essayer de les saisir ou du moins essayer ensuite si c'est pas le cas, d'essayer de se mettre en relation avec des entreprises qui peuvent essayer de structurer tout ça, quoi. Ouais. Et je vais encore dire un autre truc parce que tu parlais d'argent et de budget. J'entendais tout à l'heure qu'il y avait des équipes aussi qui étaient amateurs et que c'est compliqué de mettre en place ce genre de choses. Moi là, j'ai bossé avec plusieurs fédérations, dont la fédération de squash, fédération de hockey sur gazon, donc autant vous dire des petites fédés. Et ben,
on commence à vouloir mettre en place avec les pouvoirs publics la possibilité de pouvoir faire des demandes. Il y a la possibilité de faire des demandes de budget pour tout ce qui est data actuellement, surtout avec Paris 2024, etc. Donc, je pense que c'est des choses sur lesquelles les petits clubs devraient tenter leur chance, quoi, parce que ça coûte cher. Complètement. Voilà, c'était juste la petite info et je voulais te dire bravo parce que c'est un sacré taf. Voilà. Merci, c'est gentil. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup? Ouais, moi j'ai une question. On n'a pas trop parlé enfin, on en a parlé un petit peu de la diététique. Est-ce que vous avez fait des données sur les joueurs quand ils ont fait tel ou tel repas? Est-ce que vous avez des retours là-dessus sur leur performance? Est-ce qu'elles sont améliorées ou diminuées selon ce qu'ils ont pu manger la veille, l'avant-veille et tout ça? Alors, pas exactement comme vous le dites, mais il y a bien sûr des études. Je peux me tutoyer, pas de souci. Oui, pas de souci. Il y a des études scientifiques qui sont faites sur ça, hein, bien entendu. Alors après, il y a déjà beaucoup de choses qui sont connues. On travaille, donc on a une nutritionniste effectivement qui est attachée à la fédération, qui est dans le staff du 15, et on a également une autre nutritionniste qui intervient de l'INSEP, qui est responsable, qui a une très grosse expérience et qui a déjà une bonne connaissance de tout ça, notamment du point de vue du coup scientifique. Et on a par exemple, à titre d'exemple, on avait regardé, alors j'espère pas dire de bêtises, mais on avait regardé effectivement à l'entraînement le fait de prendre, on avait simulé un peu une sorte de mi-temps, et le fait de prendre certaines choses qu'on prenait au début, en début d'entraînement, on voyait effectivement des évolutions dans les pics glycémiques où les joueurs en gros avaient un moyen de calculer un peu ça dans la suite. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était assez délétère de prendre ça à ce moment-là, et donc on a fait évoluer un peu certaines choses à ce niveau-là. Ça va dans ce sens-là où effectivement il y a des choses qui sont faites, il y a des choses aussi qui sont faites sur la transpiration des joueuses, où on regarde ensuite s'il y a des besoins de compléments sur certaines choses, et puis après il y a forcément des notions de suivi, plein de choses qui sont mises en place à plein d'échéances un peu différentes, et toujours personnalisées par rapport aux joueurs, aussi en fonction de leurs habitudes au club, ou comme on n'est pas un club, il y a aussi des choses à prendre en compte un peu sur tous les plans qui sont pas forcément toujours évidents, parce qu'on n'a pas les joueurs au quotidien, beaucoup de turnover, des choses comme ça. Donc on essaie effectivement d'investiguer tout ça. Il y a beaucoup de choses qui sont faites là-dessus. Et voilà, effectivement. Merci beaucoup. Pas de souci. Jérémy, j'avais une question un petit peu globale qui va un peu dans le sens de ce qu'a parlé Julien. C'est bon, évidemment, les data scientists en fonction des méthodes de travail, des outils de travail, etc. Donc, tu disais que vous n'étiez pas forcément marié avec tel logiciel ou tel software, etc. ou environnement. Vous avez le choix de choisir d'autres outils ou on vous les impose? Comment ça se passe? Pour le coup, c'est vrai qu'en plus, des fois, chaque data scientist a un peu ses habitudes de travail, des choses comme ça. Moi, je sais que maintenant, ça fait 4 ou 5 ans que je travaille avec les mêmes logiciels. Ce serait peut-être plus difficile pour moi de passer à un autre. Après, il y en a certains pour lesquels c'est plus facile de passer de l'un à l'autre. Après, c'est plus souvent du bon sens. Au final, c'est des outils qui sont, par exemple, les outils que j'utilise. Le principal, c'est R, c'est gratuit. Et le deuxième, c'est Power BI, où on peut en avoir une utilisation gratuite. Et si c'est du partage, c'est des coûts qui sont dérisoires. Enfin, dérisoires. Même pour un club amateur, c'est 10 € par utilisateur. Bon, je pense que le club amateur peut aussi se le permettre. Mais après, effectivement, il faut que ça rentre dans tous les cas dans une logique commune d'utilisation, de partage, de choses comme ça, où c'est nous aussi qui essayons justement, le choix s'est posé notamment nous entre Power BI et Tableau, où il y a eu plusieurs choses, c'est-à-dire qu'on avait des préparateurs physiques qui utilisaient déjà Power BI, puisqu'on a mis ça en place avec eux depuis 4-5 ans. Nous, on voulait aussi avancer là-dessus pour tout ce qui est analyse du jeu, donc du coup le mettre à disposition pour les analyses vidéo. Sauf qu'on a un problème à ce niveau-là, c'est que Power BI, pour construire les rapports, on a ce besoin, en fait, ça fonctionne que sur PC et pas sur Mac. Ou alors, on passe par des machines virtuelles, des choses comme ça. Et sauf que, forcément, le logiciel métier des analyses vidéo, lui, fonctionne que sur Mac et pas sur PC. Donc, c'est poser la question en fonction du tarif, en fonction des habitudes, en fonction du système de partage ensuite, puisque à la fédération, on nous a mis en place un système, donc Office 365, où on a des outils Teams et où Power BI vient s'intégrer très facilement à ces outils-là.
Et donc c'est pour ça qu'au final, c'est une prise, enfin pour le coup, c'est même moi qui ai pris la décision de se diriger vers Power BI. Mais bon, encore une fois, si j'aurais dû m'adapter à d'autres solutions et tout pour le bien global des analystes ou des prépas, on l'aurait fait quoi. Mais bon, après effectivement, il n'y a pas trop de. Après, ça doit dépendre hein, au final des différents clubs, des choses comme ça. C'est vrai que si là il y a un deuxième data scientist qui me rejoint. S'il a tendance à coder que par Python, bon, ça risque d'être un problème parce qu'on ne pourra pas avoir cette transversale. Oula, je m'engage sur un mot là que j'ai du mal. Mais en gros, cet échange entre nous deux où on va être efficient le plus possible. Donc c'est vrai que bon, indirectement, ça vient y jouer quoi. La base, c'est le SQL. Oui. Et dans le même sens, comme tu as parlé qu'il y avait donc les events, les GPS et la partie tracking. Effectivement, si les stades ils n'ont pas une installation de vidéo tracking, ben, c'est difficile de pouvoir les avoir en source de données. Donc la question c'est, est-ce que vous êtes sollicité vous dans l'environnement de l'équipe de France pour pouvoir installer ces systèmes nouveaux? Voilà, parce que je sais que dans certains clubs où moi je suis allé, ben, forcément les entreprises tapent à la porte pour dire ben, moi j'ai tel type de logiciel, j'ai tel type de système, etc. Donc, qu'est-ce que, par exemple, ça aussi, vous êtes sollicité pour l'analyse vidéo tracking? Bien sûr. Bon, après, aujourd'hui, effectivement, nous, du coup, il n'y a pas de vidéo tracking dans le rugby de manière générale. Ça, c'est sûr. Mais par contre, effectivement, on est sollicité et on essaie d'avancer avec des entreprises pour lesquelles on a cette possibilité. On avance notamment avec le CEA qui fait des petits projets dans ce sens et tout. Mais on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de limites, de choses comme ça. Donc, on essaie de les accompagner, de favoriser en fait au développement de ces possibilités-là. Mais bon, après, c'est pas nous qui avons les réponses là-dessus, quoi. Et c'est à eux qu'effectivement, ça nécessite notamment surtout que les fournisseurs de données sportives prennent ce sujet en main pour pouvoir eux ensuite, une fois qu'ils ont le vidéo tracking, pouvoir restituer un peu au mieux tout ça, quoi. Mais il y a des sociétés par exemple qui nous contactent. Une société qui nous a contactés pour analyser des données par exemple comme ça, mais bon, comme aujourd'hui on n'a pas le vidéo tracking, ça sert à rien d'avoir ces sorties-là, quoi. Ok. Des limites. Ok, merci beaucoup. Je crois qu'on a dépassé le temps. Je ne sais pas s'il y a une dernière question. Non, pas d'autres questions. Jérémy, merci beaucoup pour ce partage.